Merci de nous recevoir chez vous en cette matinée du 8 novembre 2021. Il est 8 heures et nous serons ensemble jusqu'à 9h30. Ce matin, nous allons revenir un petit peu à la météo parce que vous savez que l'Office national de météorologie a prévu un BMS pour cette semaine. Donc, retour un petit peu sur ce point. Vigilance. Aussi, nous allons nous intéresser à l'art puisque en ce moment, il y a une très belle exposition qui se tient et on aura avec nous des artistes peintres qui ont participé à cette exposition. Nabila Abada, cette fois-ci, nous propose un voyage du côté du sud-ouest algérien. Nous allons à Béchar et particulièrement à la ville de Bni Abbas. Myriam Oussaïd, elle va s'intéresser encore une fois à la cueillette du safran. Vous savez, le safran aujourd'hui est considéré comme le pétrole orange. Et aussi, vous savez que la famille médiatique, la famille sportive, mais ceci, la famille de l'handisport est en deuil aujourd'hui puisque nous avons perdu un ami, nous avons perdu un collègue, Mustafa Boufillah, hier, nous a quitté et Yazid Aït Mahiddin a choisi de lui rendre hommage ce matin à travers sa rubrique. Voilà un peu pour le menu de ce matin, mais avant de commencer, ce sera les nouvelles du ciel et c'est en compagnie de Fried Cheikh. La météo vous est présentée par Mobilis. Mobilis, أينما كنتم. Et Fried Cheikh est parmi nous ce matin. Bonjour Fried. Bonjour Abonor. Comment ça va? Ça va très bien. Alors, un temps très pluvieux. Agitant, on va dire. Agitant, pour faire court, voilà. Et ça va encore continuer pour la journée, peut-être même pour la semaine. Exactement, voilà, c'est le retour des pluies en force en Algérie. Eh bien, pour commencer, tout d'abord, voici la carte prévue pour ce matin. Donc, Météo Algérie prévoit un ciel agité, nuageux, pluvieux, orageux. Encore une fois, la pluie restera au rendez-vous au nord comme sur la majeure partie des régions du sud. En effet, on notera quelques éclaircies vers l'intérieur du pays. Météo Algérie a mis un bulletin d'alerte concernant la quantité de pluie qui devrait être assez importante. Et puis sur la partie sud, on notera aussi un ciel souvent variable, chargé de nuages, pluvieux vers le nord Sahara, l'extrême sud, le Hogar, le Tassi. Le soleil aura du mal à s'installer. Il s'imposera vers le sud-ouest, le Sahara central, le sud des oasis. Partout ailleurs, les nuages auront le dernier mot aujourd'hui avec un temps pluvieux orageux. Les températures, les voici en baisse. Les températures vont baisser sensiblement vers l'intérieur du pays avec 4 seulement à Al-Bayad, 9 à Djelfa, 8 Relizan Chlef, 15 pour Tlemcen, Alger aussi, 15 à Guelma, 18 à Annaba Skikda. Au sud, elles vont baisser aussi par endroits, surtout vers le nord Sahara, le sud des oasis. Il fera 17 à Hassim Soud, 18 à Gardaya, 23 à Tindouf, 15 seulement c'est le minimum sur la partie sud à Béchar, 17 aussi pour Ouled Djellal, 26 à Tamanrasset, 31 pour Janet Ilizi et enfin le maximum reviendra encore une fois à l'extrême sud où le mercure atteindra les 35 degrés. Place à présent au continent européen, plutôt avant de voir le continent européen avant de s'envoler vers l'Europe, place à l'état de la mer. Aujourd'hui, nous aurons une mer très agitée avec des vents assez forts qui varient généralement entre 30 et 50 km/h à l'est, au centre et enfin entre 20 et 30 à l'ouest. Place à présent au continent européen. Aujourd'hui, le temps sera couvert aussi, la couverture nuageuse couvrira pratiquement tout le continent. Le temps sera pluvieux à Paris, à Berlin, à Moscou, à Istanbul, à Rome aussi, côté température 23 à Rome, 14 à Madrid, 19 à Lisbonne, 13 seulement pour Paris, 12 à Londres, 11 à Berlin, 12 à Vienne, 18 à Istanbul et enfin 6 degrés à Moscou, c'est le minimum. Le soleil se couchera aujourd'hui à 17h45. Vous avez toujours le site de Météo Algérie qui est mis à votre entière disposition. Je vous remercie pour votre attention, prudence sur la route. À tout à l'heure pour d'autres nouvelles du ciel. La météo vous est présentée par Mobilis. Mobilis, أينما كنتم. Et voilà, on l'a vu, donc baisse sensible des températures et les pluies donc vont continuer. Vigilance, particulièrement dans les routes. Voilà. Tout à fait. Merci beaucoup Friel. Je vous en Alors on prie. se retrouve tout à l'heure après le journal télévisé du midi, après celui de 19h et demain à partir de 8h. Avec grand plaisir. Merci Voilà. beaucoup Friel, allez, bonne journée à vous. Et on commence comme à l'accoutumée en musique et cette fois-ci ça va être une très belle musique instrumentale intitulée Life Course qui a été composée, interprétée par Bilal Ouchnin et on se retrouve juste après.
Faire Bilal Oushnine à travers cette belle composition musicale intitulée Life Course et Yazid Mahidine est parmi nous ce matin. Bonjour Yazid. Bonjour. Comment ça va? Ça va. Alhamdulillah. Alors Yazid, aujourd'hui c'est un hommage que tu as choisi à rendre à l'un de nos amis justement qui nous a quittés hier, Mustafa Bouflah. Oui, Mustafa Bouflah. Aujourd'hui on va parler de lui au passé. On peut toujours parler de lui au présent et au futur, parce que de toute façon, c'est quelqu'un qui a marqué un petit peu déjà les médias, il a marqué le sport et l'handisport particulièrement, puisque c'est une personne qui a pu quand même semer beaucoup d'espoir. Enfin, on n'arrive pas à croire, parce que il n'y a pas une semaine, j'ai essayé de l'appeler, j'ai rappelé, j'ai essayé pour qu'il reprenne en fait son espace, sa chronique, accessibilité, parce que c'est une chronique incontournable. Sa présence, nous a accompagnés dans Bonjour d'Algérie durant plusieurs années. Sa présence était en fait l'illustration de cet esprit de citoyenneté, de diversité, parce que, comme on a vu, les personnes qui vivent dans un état d'handicap l'ont bien démontré pendant les Jeux paralympiques, qu'ils étaient capables de relever le défi et de voir l'Algérie en or. Ils ont collecté des dizaines de médailles. Et tout le travail a été fait grâce à des hommes et des femmes comme Mustafa Bouflah, notre confrère. Et le téléphone sonnait, mais bon. Et hier, j'étais dans un restaurant et je vois sur Facebook notre ami Amoura du collectif Trésomi. Il balance cette terrible, funeste nouvelle du départ de Mustafa Bouflah. Et quand on dit Mustafa Bouflah, déjà le nom. Bouflah, c'est le falah, c'est la bonté du cœur. Et aujourd'hui, on ne peut pas parler de Mustafa Bouflah avec cette mine. Mustafa Bouflah était un tonnerre de joie. Mustafa Bouflah était cette posture d'être joyeux tout le temps. Nous en parlions d'ailleurs avec Manel ce matin, Manel notre cadreur et beaucoup de téléspectateurs donc, qui suivaient déjà Bonjour d'Algérie la reconnaîtront parce qu'on passait ensemble sur le plateau. Manel, si tu te rappelles, c'était le lundi, donc le matin, nous passions ensemble sur ce plateau. Et Mustafa Bouflah, c'était cette personne, cette lumière qui éradiait sur nous tous, sur les murs, peut-être qu'on n'avait pas besoin des spots parce que Mustafa Bouflah était là pour éradier par cette bonté du cœur et cette disponibilité de faire du bien et d'être là. Il était... On revoit un peu son CV. Alors justement, peut-être que ce matin, on va revenir un petit peu sur son parcours, parce que c'est Mustafa donc a consacré un petit peu tout son temps, toute sa carrière, tout son travail pour le développement justement de l'accessibilité, pour le développement, pour faciliter un petit peu la vie des personnes donc à mobilité réduite. Il a beaucoup fait pour le sport et pour le développement donc de l'handisport comme discipline à part entière. Oui, il fait partie un peu de ce fleuron d'élite algérienne dédiée à l'handisport et à l'accessibilité et à la diversité, puisque lui, c'est l'illustration parfaite de cet homme autonome. Même si de temps en temps il trébuchait, de temps en temps il tombait, mais il se relevait. Il ne demandait pas d'aide en fait, il voulait être autonome. Il refusait qu'on vienne lui l'assister, etc. Il était toujours là, même quand il y a 2-3 marches d'escalier, il refusait. Il était, même s'il tombait, même s'il a eu beaucoup de bobos comme ça, mais il a toujours refusé qu'on l'assiste. Il voulait dire que être handicapé, c'est aussi quelqu'un qui peut être autonome et qui peut être tout à fait indépendant dans ses gestes.
Au contraire. D'ailleurs, on retient de lui, Yazid, par rapport à toutes ces petites chutes, par exemple, par rapport à cette autonomie, même quand il tombait, par exemple, il venait avec quelques blessures, et nous, on s'inquiétait, qu'est-ce qui t'arrive et tout. Il arrivait quand même à en rigoler carrément et à nous raconter toutes les anecdotes qui tournaient autour de sa chute et finalement, oui, il avec, banalisait avec son rire, Voilà. avec son flamboyant rire, avec toute cette jovialité du matin, qu'est-ce qu'il nous a apporté quand il riait, quand il se marrait, vraiment, c'était quelqu'un d'extraordinaire. J'arrive pas à croire aujourd'hui que finalement, ce que je peux dire, c'est... Tout d'abord, il a été bien formé parce qu'il a fait des écoles un peu d'élite comme Francis Kelsey Secondary au Canada, je pense. Après, il a fait Bourges. Après, il a commencé un peu à faire de la radio à la chaîne 3, radio algérienne, où il était aussi se passionné d'escrime parce qu'il était l'une des grosses pointures de l'escrime. D'ailleurs, dans l'une de ses rubriques, il nous avait même fait une démonstration ici même sur le plateau de Bonjour d'Algérie. Il était habillé d'ailleurs en costume, enfin en tenue d'escrime. Il a même donné quelques pas, il a expliqué, il a même fait une démonstration ici même sur le plateau de Bonjour d'Algérie. Et puis, c'était pas quelqu'un qui était là pour dire tout va bien, en fait. Il a été face aux municipalités pour leur rappeler leur devoir pour le mobilier urbain, qu'il soit adapté aux personnes handicapées. Il a parlé des ascenseurs, il a parlé des rampes, il a parlé en fait du fait que les routes et que les trottoirs devront être adaptés, aménagés pour les personnes qui vivent un état d'handicap. Et puis par rapport également aux troubles de comportement, il a rappelé aussi l'importance d'une prise en charge sérieuse et efficace de la scolarisation et de l'insertion de ces citoyens qui vivent des situations de troubles de comportement, que ce soit la trisomie 21, que ce soit l'autisme et autres, et puis même l'accès à l'emploi. L'accès à l'emploi, il a aussi plaidé pour que les personnes handicapées, les personnes aux besoins spécifiques, ces personnes-là ont droit aussi à l'emploi. C'est-à-dire, il a plaidé pour la diversité, pour la citoyenneté efficace, pour qu'il y ait vraiment leur place. Et ce n'est pas de la pitié, on ne vient pas leur distribuer des choses comme ça parce que c'est des handicapés. Non, il demande est-ce que ces personnes-là, qui sont brillants, qui ont aussi beaucoup de choses à apporter pour le développement de ce pays, il a plaidé tout ça en fait. Il était quelqu'un de très très efficace et actif. C'est pas quelqu'un qui était là juste à dire que tout le monde est beau, tout le monde est gentil. Au contraire, c'est quelqu'un qui a plaidé haut et fort la cause des personnes handicapées. Et il s'est fait entendre, il faut dire, parce qu'il y a eu beaucoup quand même, il y a eu quand même une prise de considération de beaucoup de ses efforts. Oui, d'ailleurs, même s'il y été... a beaucoup encore qui reste à faire. Oui, d'ailleurs, on l'a plusieurs fois programmé des reportages, des petites enquêtes sur le terrain, où il a constaté de visu l'état des routes, l'état des trottoirs qui ne sont pas adaptés. Il l'a montré, il l'a dit, il a été voir les responsables, il a été voir que ce soit les municipalités ou les travaux publics, ceux qui s'occupent un peu de l'aménagement des lieux, l'aménagement des sites, le mobilier urbain. Donc, il en a parlé plusieurs fois pour dire que la personne handicapée doit avoir tous les moyens. Cette personne doit vivre d'une manière on doit leur faciliter un peu la vie parce qu'ils ils vivent dans une situation de handicap et que les municipalités, les autorités locales doivent leur faciliter un peu les choses, que ce soit dans le transport urbain, que ce soit dans le stationnement. Même dans le stationnement, doivent avoir leur place. Même dans les constructions automobiles. L'aménagement des voitures pour handicapés doit être une chose facile. Même dans pour
comment dirais-je, les moniteurs des auto-écoles, etc., pour faciliter aux personnes qui vivent des situations de handicap, pour qu'ils puissent conduire normalement, et puis surtout cette notion d'accessibilité, cette notion de citoyenneté. Et enfin, c'était les mots-clés. Autour de ces mots-clés, il a essayé de construire cette symbiose entre l'espace urbain, l'espace public et la personne qui vit dans une situation d'handicap ou une personne aux besoins spécifiques. Lui, il préférait valide et invalide, en fait. Oui. Il voulait cette notion de aux besoins spécifiques, il n'aimait pas beaucoup. Il n'aimait pas beaucoup ce mot. Donc voilà, en fait, c'est ça. Mais et puis la Ligue algéroise en e-sport, elle a été récemment élue président donc de cette et ça tombait bien avec les résultats des Jeux paralympiques où il est venu rappeler un peu comment les paralympiques ont réussi à avoir une moisson assez fertile pendant les Jeux paralympiques. Il a rappelé que le handisport, malgré le manque de moyens, c'est la volonté, c'est la persévérance, c'est l'endurance qui a permis aux Algériens et aux Algériennes de hisser le drapeau national au haut de l'affiche. Enfin, on était parmi les nations les plus performantes en matière d'handisport, en matière de... Donc tout ça, il a rappelé tout ça, mais rien... je pense que on doit observer quand même ce moment solennel, ce moment de souvenir, ce moment de... Il y a peut-être un extrait qu'on pourra voir, Yazid. Oui. Alors, je pense qu'on va aller voir un extrait de l'un des passages de Mustapha Boufellah, parce qu'il nous a accompagnés à travers sa rubrique Accessibilité durant de longues années, donc à Bonjour d'Algérie, là où il était justement en train de faire de la sensibilisation, de l'information, donner aussi des conseils pratiques, j'ai envie de dire, à toutes ces personnes afin d'avoir une vie plus facile. Et donc là, on vous propose un extrait de l'un de ces passages à Bonjour d'Algérie. On se retrouve juste après. Je suis l'ambassadeur des handicapés maintenant. Absolument. Bienvenue, Excellence. Merci. Comment allez-vous? Bien, Excellence.
Non, mais on veut une excellence, non, je suis pas excellent. Non, mais- Je suis excellent, mais pas excellence. Non, mais c'est bien quand même Oui. de rire le matin Bien sûr, avec bien vous. sûr. C'est toujours un plaisir, Bien Mustapha. sûr, mais c'est toujours un plaisir de rigoler avec vous. Oui. Surtout aux téléspectateurs et téléspectatrices plutôt et téléspectateurs. Oui. Il faut quand même... Bien sûr. voilà. Quand même, la hiérarchie est à respecter. Hein. Les femmes d'abord, les hommes après. Ouais, mais les femmes et les enfants d'abord, c'est un peu dur. Oui, pas évident. Mais ça, c'est en cas de crise. On Oui. n'est pas en cas de Oui, crise. c'est pour changer. C'est pour changer. On dit ça pour changer. Voilà, c'était donc quelques photos de Mustapha Boufillah Moussaleh que nous avons pu voir, et aussi un extrait donc de son passage, vous l'avez vu, en compagnie de notre collègue, notre ami Radia Boulmaali. Donc c'est un passage qui résume tout, Yazid, puisqu'il dit qu'il est l'ambassadeur des handicapés. Oui, ce qu'on retient, c'est cette jovialité, c'est ce sourire, ce rire qui irradie sur toute la télé, sur tout le studio. Donc on voit comment il prend les choses, comment à travers ses petites phrases, il déconne un peu en fait, Oui. et ça il arrive à capter notre intérêt, puis à essayer de le ramener à l'essentiel. C'est que cette vie, en fait, il faut la vivre d'une manière simple, il faut la prendre du bon côté, et puis cette disponibilité pour le sourire, pour éradier toute cette bonté sur nous tous, en fait. Vous voyez, Radia, comment il y a le feedback, comment il y a cette complicité toute simple entre les deux. Puis il dit qu'il est l'ambassadeur des personnes handicapées. Enfin, il plaide leur cause, et il l'a fait. Il l'a fait d'une forte belle manière. Il était là avec nous. Et sur ce plateau, ont défilé des centaines des porte-flambeaux de la cause handicapée, que ce soit les institutions, les associations, les sportifs, les grains de stars. Il était là à faire émerger toutes ses bonnes volontés, toutes ses compétences. Ils sont là, donc il venait pas uniquement le 14 mars pour plaider la cause, il était là pratiquement Toute l'année. Et il est irremplaçable en fait. Il était même à la radio, les gens, il est quelqu'un qui tenait le crachoir et qui arrivait à dire les mots et à maintenir toute ces chaînons de solidarité autour des personnes handicapées. C'est pas uniquement la solidarité, mais c'est la diversité, sur l'accessibilité. C'est considérer la personne handicapée comme une citoyenne à part entière, comme tous les autres et toutes les citoyennes. Donc c'est ça en fait le travail il voulait faire aussi un reportage sur les chiens guides, en fait, pour les personnes non-voyantes. Non-voyantes, oui. Et il avait beaucoup de projets. Mais je pense que ça fait une année, il a eu une maladie pulmonaire et c'était très difficile. On a été à l'hôpital Mustapha Bacha le voir, lui rendre visite. Malgré la maladie, il était en fait... Il y avait toujours Mustapha, il était là, il était jovial, la radio qui était là, etc., lui qui parlait. On avait de la peine, mais lui, il nous a rassurés qu'il tenait le coup, qu'il vivait sa maladie d'une manière très très cool. Donc, c'est pas quelqu'un qui se lamentait, etc., et tout, mais c'est quelqu'un qui a accepté les choses. Après bon, il a quand même réussi à dépasser le cap, et puis voilà. Voilà, donc finalement, ce qu'on va retenir aujourd'hui de Mustapha Boufillah, il est clair que ça va être sa joie de vivre, il est clair que ça va être son sourire, son énergie positive. Vous qui connaissez Bonjour d'Algérie, vous avez beaucoup suivi Bonjour d'Algérie, on imagine tous qu'il arrivait quand même à transmettre cette
ce côté positif. Donc tous les lundis matins, on se rappelle bien que c'était le lundi matin son passage pour sa rubrique accessibilité, donc là, et Et puis, il a participé à des grands marathons. oui, À New York, oui, à effectivement. Paris, un peu partout. C'est quelqu'un qui était très, très actif, il était présent. Et donner l'exemple, le marathon de New York, c'est un événement planétaire. Mustapha y était. Marathon de Paris, un peu partout. Et voilà, c'est un exemple. C'est un modèle aujourd'hui. C'est quelque part un success story. Donc, Oui, on c'est un doit, success voilà, story, on doit se préserver tout ça finalement. oui, en continuer fait, le il faut combat, qu'aujourd'hui, continuer aussi. on doit continuer, puis que d'autres Mustapha vont émerger, voilà, pour prendre le flambeau et pour continuer à plaider la cause des Et ce handicapés. sera le meilleur hommage qu'on pourra lui rendre, Voilà. effectivement. Voilà, merci Oui, beaucoup Yazid. j'aurais, je sais pas, Oui, on perd les mots dans ce genre de situation. Allah yarhamak khoya Mustapha, voilà. Merci beaucoup Yazid, Voilà, merci pour c'est ce ça. bel hommage que tu as rendu ce matin à Mustapha Boufleh. Donc Mustapha, c'était d'abord notre ami, hein, avant qu'il Ouais. soit, Adieu, donc, Miss. avant qu'il soit notre collègue, avant qu'il soit dans l'handisport, c'est d'abord notre ami. Donc Mustapha Boufleh, qu'est-ce qu'on peut dire? Donc on ne meurt pas lorsqu'on disparaît, mais on meurt lorsqu'on oublie, on nous oublie. Et Mustapha, on n'est pas prêt à t'oublier en tout cas. Et comme le disait si bien Yazid, le plus bel hommage qu'on peut lui rendre, c'est carrément de continuer son combat, n'est-ce pas Yazid? Oui, de retrouver un espace, accessibilité, pour que ce soit le meilleur hommage à rendre à Mustapha, comme on dit, Mensinekch. Voilà, C'est ça, surtout. voilà. Merci beaucoup Yazid. Donc voilà, ça a été un hommage à notre ami, à notre collègue, à l'ami donc des médias, à l'ami des handicapés, à l'ami des sportifs, Mustapha Boufleh. Voilà, alors on continue et cette fois-ci ça va être une balade au sud qu'on vous propose en attendant de retrouver Nabila Abada, elle qui va nous emmener au sud, justement à Bni Abbas particulièrement. Ça a été une belle balade donc au sud et on va rester au sud puisque Nabila Abada nous propose un beau voyage ce matin. Nabila, bonjour. Bonjour, amis Comment du ça va? jour, bonjour, ça va? Ça Et va toi? très bien, et toi? Avec cette grisaille, cette pluie. Cette grisaille, surtout avec cette mauvaise nouvelle que nous avons eue par rapport à notre ami, par rapport à notre collègue Mustapha Boufleh. Oui, Allah yarhamou bahmatillah. Voilà, donc sinon, bon, avec la grisaille, on dit aussi que la pluie lave les esprits. Oui, exactement, Voilà. un peu de fraîcheur. Bon, c'est vrai que les gens qui habitent à l'autre bout de la Méditerranée Oui. nous disent oui, vous avez la chance d'avoir le soleil tout le temps, enfin, c'est la bonne humeur, c'est la chaleur. Oui, mais حنا توحشنا. La laine.
le manteau. Hein, avoir froid. La double couette. C'est ça. N'est-ce pas? On a envie, on a besoin d'un peu de fraîcheur. Ouais. Mais allez, même au milieu de cette fraîcheur et cette grisaille et cette pluie qui est la bienvenue, بالعقل, mais la bienvenue, Surtout بالعقل. بالعقل. Surtout بالعقل. Elle a Parce que qui tout dit le temps, novembre, décembre, janvier, عندك février, elle a jusqu'à Exactement. mars. عندك روحي عندك الوقت. Donc allez, je t'emmène si tu veux bien et j'en ai Je les dirais pas non. téléspectateurs. Je dirais pas non du tout. ما خليكش ما تكملي. J'ai confiance, j'ai confiance. On va à Bni Abbas. Bni Abbas, écoute, enfin la dernière fois on en parlait De toute façon, tu ne pouvais furtivement. pas nous proposer autre chose mis à part le sud, parce que tu me l'avais promis la semaine dernière. Oui, c'est Donc vrai. je savais aujourd'hui que C'est tu allais vrai. partir. Non, au non, sud. non, au sud. Et parce qu'en parlant, la dernière fois, je suis partie au sud, et à Bni Abbas, et j'en parlais comme ça. Et cette fois-ci, je me suis dit, allez, je vais en parler plus largement avec les téléspectateurs, avec toi, de Bni Abbas. Cette fois-ci, pourquoi? Parce que Bni Abbas, c'est la perle du Sahara, Oui. c'est l'oasis blanche. T'as le faire, tu connais. Alors, je connais, j'ai un rapport touristique, émotionnel, historique, C'est tout ça. ce que tu veux avec Mais Bni Abbas. chacun, ouais. Parce que finalement, Bni Abbas, ça a un impact très particulier pour moi parce que c'est vraiment la première ville du Grand Sud que j'ai visitée. C'est ça. Donc généralement, tu vois, le premier Oui. contact que nous avons, soit ça passe, soit ça casse. Et là, c'est passé, C'est ça. mais vraiment comme une lettre à la poste. Tant mieux, parce que en chacun de nous, on a un endroit particulier qui on a eu le coup de foudre. Voilà, c'est le coup de foudre. Autant Territ, j'ai adoré, Oui. autant Adrar, j'ai adoré, Non, mais autant chaque- Timimoun, Oui. c'est magnifique, c'est féerique, autant Bni Abbas, c'est Bni très Abbas, c'est assez particulier. particulier. Bah, je vais te parler de Bni Abbas. Avec Écoute, grand et tu me plaisir. corrigeras et tu Je m'aideras te pour me corrigerai, dire. ça m'étonnerait très fort. Hein. Non, non, mais Bni Abbas aussi. Bon, alors Bni Abbas, elle est située au sud-ouest de la capitale, à 1200 km. Donc, pour les plus courageux et les ténébreux, ils font ça par route. Par 1200 km, c'est Et puis, c'est pas ennuyeux, Nabila, parce qu'il faut Pas dire du que par tout. pratiquement tous les 100-150 km, le paysage Exactement, change. exactement. Et les couleurs aussi. On Oui, commence, un on contraste tout laisse juste la magnifique. verdure, on laisse les brouhahs, on laisse la circulation, au blackel, et ça devient marron, jaune. Et ben voilà, tout doucement. Et du coup, voilà, c'est à 1200 km, donc pratiquement 14 heures de route. Donc il y a ceux qui s'arrêtent à Saïda pour ceux qui prennent la route de Saïda. Je dis bien ceux qui partent d'Alger. hein. D'Alger, voilà. Voilà, d'Alger. Saïda c'est à peu près la moitié de la route. Du coup, où on s'arrête là-bas, on passe la nuit, ou là on prend Juste quelque un chose, petit repos voilà, et- et on continue pour arriver finalement à Bni Abbas, là où il y a l'ergue le plus haut, Oui. l'ergue occidental. Parce que Territ, c'est le plus l'ergue, quand on dit l'ergue, c'est la dune. La dune la plus haute dune de l'ergue orientale. Ça, c'est Territ. Ibn Abbas, c'est la plus haute dune de l'ergue occidentale. Voilà, orientale, occidentale. Très bien. Voilà, donc Bni Abbas, donc moi j'ai pris l'avion, je suis partie, donc ça fait 1h15. Et on arrive de vol, on arrive à Béchar. Bni Abbas maintenant c'est une wilaya à part entière. Classe. Maintenant c'est Bni Abbas c'est une wilaya. Donc entre Béchar et Bni Abbas il y a pratiquement 250 km. Donc 2 heures de route. Du coup, c'est vrai, en arrivant à Béchar, on se dit il y a encore de la route à faire, mais croyez-moi, c'est une route classe. C'est là où, bon, Hnaya, voilà, c'est les dunes. On voit là les images, la balade nocturne. La balade, non, le Houda, on l'a perdu. On l'a perdu. Du coup, j'ai laissé. Tu as ta caméra, tu as ton téléspectateur, tu leur parles, moi je suis déjà là-bas. Classe, donc imaginez, classe, on est arrivé, on a pris le bus, la voiture, là, ce que vous voulez, et c'est 2 heures de route. On s'arrête à Igli. Pratiquement, c'est la moitié aussi de la route. Et là, il y a un espèce de pique-nique géant. Parce que cette fois-ci, d'habitude, je pars toute seule. Enfin, je réserve, je vais à l'aventure. Cette fois-ci, j'ai pris une agence. Et l'agence, c'est d'un ami. Lewin, ça fait une quinzaine, 16 ans, 17 ans. On partait entre nous comme ça, entre amis. Ça, c'est une soirée, justement. Là, tu perds d'office. شوفي la soirée. Donc, عندك الجمر هنايا تاع لاتاي. Le dîner,
le dîner, alors la table qui est mise en plein désert, non, non, non. Avec un mchoui merdo. Tu fais exprès. Avec, je vais vous essayer de vous faire oublier un peu la grisaille et la pluie d'aujourd'hui. Et donc, Hadis, c'était une soirée, c'était en plein désert. Au milieu de nulle part, une khayma, et il y avait de la musique traditionnelle, et il y avait le mchoui, ce qu'on appelle le mchoui merdoum. Merdoum, oui. C'est sous le sable. Sous le sable. Et ça, une texture. Ne vous inquiétez pas, vous n'avez pas mangé de sable. Non, vous n'aurez du tout. Vous n'aurez pas de sable dans la bouche. Non, parce qu'il est là l'aluminium et tout, et ça reste des heures et des heures. Où الوقت اللي بتاعو شيقولوا اللي يطول هو الملح. شغل الملح يطول. فوالا راني راح هكذا. راني معلم شويه انا تانيك. Donc voilà, ça reste des heures et des heures pour pouvoir apprécier. Et je disais donc, on revient donc arrivé à Beni Abbas. À Beni Abbas, il y a là, je suis partie à l'hôtel. Alors là, c'était la sortie 4x4, pour aller à la Khayma. Donc voilà, c'était très très agréable. Il y a eu plusieurs 4x4 et là c'est à travers les dunes, coucher de soleil. Ça va nous le Houda? Ouais, je parle. Là c'était pour partir à la Khayma. Et donc je suis arrivée à l'hôtel Rim, qui a été rénové, et franchement j'ai été agréablement surprise. Bon, il a été rénové à quelle période? Et ça fait 2-3 ans. D'accord. 2-3 ans, c'est la chaîne Laurasie, donc franchement j'ai été agréablement surprise de voir, en plus de la prestation et tout, c'était aussi, vous savez, les petites finitions, moi je fais très très attention à ce genre, et d'habitude, maintenant chez les hôtels, le Sahara, c'est les auberges, en bivouac, à la Belle Étoile. Donc cette fois-ci, j'étais vraiment agréablement surprise, et surtout la piscine. Bon, c'était pas la piscine en elle-même. Bon, on a aidé le marche arrière. Là, c'est le jour de la fdila ta'al Moulid, Nabawi Sharif. Donc Beni Abbas, quand on parle de Beni Abbas, on parle de la célébration du Mouloud. Automatiquement, ça va de soi. Automatiquement. Ça va de soi. Chauffé. J'ai fait plusieurs régions. Et désolée pour les autres régions, je sais que chaque région a ses coutumes, a ses traditions. Ses spécificités, effectivement. Je ne dis pas le contraire, mais à Beni Abbas, le Mouloud, il y a l'esprit de Mouloud. Une semaine avant, on entend la récitation du Coran entre la prière de Maghreb et l'Isha, à travers les haut-parleurs, des mosquées. Donc entre le Maghreb et la prière de Maghreb et l'Isha, on entend la récitation du Coran. On voit que les hommes commencent à fabriquer, vous savez, le baroud, c'est du soufre, c'est de la poudre, hein, c'est pas de vraies balles, voilà. Ça, c'était à la veille. Et j'aimerais bien qu'on mette voilà. C'est le Medh Rasoul. Et là, l'apothéose. Et là, c'est les jeunes de Beni Abbas. Voilà. L'apothéose. C'est un truc magique. Un spectacle. C'est un spectacle magique en sang. Donc, en plus de l'aspect religieux, voilà, je vous disais que ces hommes-là, une semaine avant, ils préparent leur tenue traditionnelle, tout en blanc, vêtus, mais blanc, avec le chèche. Et quand on voyait, il y a une vidéo aussi où on voit les nouveau-nés, ceux qui ont à peine 1 an, on leur met la tenue traditionnelle, et avec leur papa, ils font le tour aussi du cercle le jour de Tel Mouloud, avec c'est la branche du palmier. D'accord. Quand on voit de loin, on sait qu'il y a un enfant là-bas, donc on fait très attention avec le baroud. Voilà. Les codes sociétaux, comme quoi. Exactement. Et ce qui est incroyable, c'est que les enfants ne sont pas du tout perturbés, ni avec les chants religieux, en moins ça libère. Parce qu'ils baignent un petit peu dans la tradition. Mais le baroud, là, quand on voit, comment ça, la déflagration et tout, quand on n'a pas l'habitude, c'est assez violent. Oui. Mais pour les enfants... ça, c'est un moment c'est très particulier. Exactement, ça, c'est le moment, le henna. Voilà, le henna, ta'lil. Donc maintenant, c'était, comme c'est un aspect assez touristique et tout, là, on est dans une maison traditionnelle à Beni Abbas. Et donc, maintenant, c'est le harkous. Voilà. C'était parce qu'il y avait plusieurs personnes, donc pour éviter de faire attendre plusieurs personnes. Donc, ils déroulent le harkous. Et ça a fait, c'est la fureur, quoi. Voilà. J'en ai ramené avec moi
plein de patrons, plein de henna. La prochaine fois pour le mouloud, تفكوا من لهنا كاملين. علاش صحيح حتى المولود. Alors là, chauffez, c'est le roule et boulet des enfants. Ouais. Bah, c'est la liberté. Je dis pour petits et grands. Oui. T'as le roule et boulet, c'est la liberté. On enlève les chaussures et on se laisse aller. Bah, je me suis pas filmée en train de faire le roule et boulet, j'ai préféré montrer que les enfants. C'est mieux. J'essaie d'imaginer Nabila, j'essaie. Mais non, vaut mieux qu'on garde une image comme ça. De toute façon, c'est déjà grillé. Hein. Maintenant que tu en as parlé, c'est tout le monde qui va t'imaginer. Imaginez, ma cache les preuves. Donc les enfants se laissent aller, ils adorent. Je sais pas de quoi elle parle. Et donc je disais, voilà, ils se lâchent. Donc les enfants arrivés là-bas en pleine dune, ils enlèvent les chaussures, ils enlèvent, ils sont, donc on sent qu'il y a vraiment un espèce d'attachement. Quand on arrive là-bas, on oublie tout, on laisse tout. On laisse. Et là, c'est la région de Marhouma. Alors, je me disais, si tu vas pas parler de ça, oui. comme si tu n'avais pas parlé de Bni Abbas. J'explique. Parce que, allez, vas-y. Ça, c'est les traces comme quoi il y avait des poissons, des fossiles ici, à Bni Abbas. عيطوا لها المرحومة هذه. Et donc la mer arrivait jusque là. Voilà. Alors, donc ça, c'est à une regarde, la mer arrive حتى لهنا. C'est fou. C'est fou, ça a une vingtaine. Je peux te raconter une anecdote par rapport à oui, ceci. Oui, bien sûr. Alors, c'était en 2011 particulièrement, et donc on était parti pour une semaine à Bni Abbas justement pour faire un petit peu la promotion de la ville. Et on a fait Bonjour d'Algérie à partir de là-bas pendant une semaine. Super. Et donc il y a eu des téléspectateurs qui avaient vu Bni Abbas à travers Bonjour d'Algérie. Ils sont venus à Bni Abbas parce que c'était la fin de l'année. D'accord. C'était les vacances. Super. Ils sont venus et imagine qui étaient venus, des géologues, des jeunes, des étudiants, des géologues, des étudiants avec leurs enseignants. Oui. Et donc ils sont venus, le plateau là où nous étions. Après ils nous disent bon voilà, vous parlez de tourisme, etc. Mais apparemment tout ce qui est préhistoire ne vous intéresse pas. On a dit écoutez, on fait de la promotion, donc l'histoire fait partie encore une fois de la promotion. Et puis comme moi je suis passionnée de préhistoire comme mon fils. J'ai transmis le virus. C'est bien. Et on me propose d'aller faire un reportage. Et on est parti faire un reportage. J'étais tout simplement impressionnée. Impressionnée par la région. Et quel souvenir tu gardes surtout c'est celui-là particulièrement. C'est incroyable de voir comme ça les traces de fossiles. Voilà. Et on avait fait tout un reportage et ils nous ont vraiment tout expliqué comment ils font les fouilles paléontologiques et archéologiques dans des sites. Mais c'est un terrain incroyable pour les géologues, voilà. Pour la préhistoire et tout. C'est à des milliers d'années là-bas, c'est vrai. Et en voyant les traces, je me disais, mais qu'est-ce que... On m'a dit, alors le guide Abdelqaj, oui. Qada, que je salue, la mer arrive jusqu'ici. Voilà, arriver jusqu'ici. Les paléontologues disent même qu'avant, c'était carrément un océan. Très bien. Voilà. Eh ben, dis donc. Eh ben, je ne sais pas si je dois dire heureusement ou malheureusement, mais moi je dirais peut-être heureusement. Parce que, et d'une manière égoïste... On n'aurait pas eu un beau voyage comme celui-là. Non, pas du tout. Donc voilà, je conseille à tout le monde d'aller faire et de visiter Bni Abbas, et surtout pendant la période de Al-Mawlid al-Nabawi Sharif. Surtout. Voilà. Et puis c'est la saison. Oui, c'est la saison. Alors ce matin, Félia Chir nous avait annoncé 15 degrés à Béchar, mais la journée, généralement, il fait bon. C'est le soir. Il fait bon, c'est le soir. Oui, voilà, c'est le soir, il faut bien se couvrir. Exactement. Voilà, de toute façon, avec la chaleur humaine là-bas, parce qu'il faut vous dire que les gens sont très accueillants, très hospitaliers. Leur cœur est chaud. Le cœur chaud, je disais, le cœur chaud, tu as le Sahara qui met le climat. Exactement. Tout aussi chaleureux. Effectivement. Merci beaucoup, Nabila, pour ce beau voyage. On se retrouve la semaine prochaine. Inch'Allah. Avec un autre voyage. Très bien. Au plaisir. Merci beaucoup. Bon, allez, retour à Alger. Retour à Alger après ce difficile, hein, le retour. Retour difficile. Allez, retour sur Alger. On vous propose cette balade à travers les ruelles d'Alger, à travers ces images. C'est beau Alger aussi, hein, quand même. Et on se retrouve juste après.
retour sur le plateau, place à l'art, place à la peinture, place à la scénographie ce matin, puisque nous allons revenir sur une très belle exposition qui se tient en ce moment au niveau de la médiathèque Mustapha Kateb. Et parmi nous, ceux qui ont exposé, donc Madame Maria Elstova, vous êtes artiste peintre, bonjour. Bonjour, bienvenue à vous. Je suis artiste peintre, oui. Bienvenue à vous. Merci. Et parmi nous également, alors c'est une très belle découverte pour moi en tout cas, hein, c'est notre collègue Kamel Bellatrache. Bonjour Kamel. Bonjour. Marhaba. Alors Kamel, pour moi c'est toujours le scénographe, le décorateur, mais là je suis vraiment impressionnée de savoir qu'à côté on touche aussi à la peinture. Je suis un artiste silencieux. Voilà, exactement, artiste silencieux. Voilà. Alors il y a en ce moment, donc c'est une exposition qui se tient au niveau de la médiathèque donc Mustapha Kateb qui se trouve donc au niveau donc, du centre d'Alger. Donc parlez-nous un petit peu de cette exposition. Exposition, on a appelé duo parce qu'on a tous les deux. Voilà. Et chacun est sa côté, en tout cas. Voilà, la moitié de salle c'est à moi et la moitié de mon mari. Vous êtes partagé la salle. Oui, exactement. Ça fait longtemps qu'on a voulu faire ça, mais le Covid et tout ça, ça a empêché de faire. Mais voilà, cette fois-ci quand même, on a réussi à faire cette exposition. Voilà, alors le bienvenu pour les gens qui vont voir nos œuvres. Voilà, moi j'ai exposé la peinture, la peinture à l'huile. Et je l'ai appelée Algérie, beauté et diversité. Alors Alger, beauté et diversité, on comprend que vous avez un attachement particulier à Alger. Ça fait combien d'années que vous êtes à Alger? Oui, ça fait longtemps. Ça fait longtemps. Très très longtemps. Je suis venue en 92. Voilà, j'ai entré en Algérie. Voilà, et je suis là. Alors, ma peinture, il s'agit d'Algérie, bien sûr. J'ai exposé le nord et le sud, un contraste en tout cas, quelque part. Voilà. J'ai une série de Sahara que j'ai déjà exposée en 2019. Pardon. Voilà, et Sahara, et j'ai quelques tableaux de Sahara. Voilà, il y a de nouveau aussi. Excusez-moi. Alors, pour revenir un petit peu à ces tableaux, donc ce sont des tableaux grâce auxquels vous avez eu un prix à Londres d'ailleurs. Exactement, voilà, la série de Sahara quand même, voilà, j'ai le prix, le Grand Prix en Londres. C'est un concours international qui 23 pays qui étaient. Voilà, et j'ai gagné le Grand Prix. Comme Algérie, je présentais Algérie et la Russie en même temps. Voilà, c'est une première pour l'Algérie. Oui. Alors, voilà. Et parlant de prix, Kamel aussi, il a eu un prix. J'ai eu le deuxième prix. J'ai deux diplômes à Londres. J'ai eu deux diplômes, un diplôme de création et le deuxième prix. Et fier d'avoir représenté bien sûr l'Algérie et la télévision parce que c'est une première. Je suis l'un des premiers décorateurs qui a pu participer à un concours international dont il y avait plus de 26 pays. Bon, ma femme elle a eu le Grand Prix. C'est juste parce que par modestie, je l'ai laissé. Oh ah, c'est gentil ça. Et moi, j'ai eu le deuxième prix. Alors c'est gentil ou c'est vrai? Ah oui, c'est gentil. Non, Non, elle travaille mieux que moi. Elle travaille mieux, elle travaille mieux. Bien sûr. C'est l'école, là, on le veut pas, c'est l'école. Oui. C'est-à-dire, moi, j'ai eu la chance d'avoir fait l'école russe, c'est-à-dire l'ex-URSS, c'est une grande école. Et je suis scénographe de métier, je suis bon parce que architecte décorateur à la télévision, et fier d'avoir représenté la télévision et l'Algérie. Alors, vous êtes scénographe à la base? Oui, normalement, je suis scénographe parce que moi, j'ai été envoyé par le CAIC dans le temps. dont Monsieur Salmi Allah yarhamou, et j'ai été recruté par Hamraoui Habib Chokri, l'ex-ministre, que je remercie parce que c'est lui qui m'a donné la chance d'être recruté à la télévision. Et en plus, j'étais détaché sur le film La Montagne de Baya. Pourquoi je reviens toujours pour vous dire que, c'est-à-dire scénographe, c'est comme disait mon copain Moustapha Mtchaï, c'est pas un art, c'est tout un art. Et justement, vous avez parlé de La Montagne de Baya. Ce travail lui-même a été dédié à ce grand réalisateur, justement. C'était plus qu'un frère, parce que Azdin Meddour, c'était plus qu'un frère. Et tout le monde le connaît, c'est-à-dire, je n'ai pas rentré dans les détails, c'est-à-dire, Azdin Meddour, c'est Azdin Meddour, Allah yarhamou. Et je tenais à chaque fois, c'est-à-dire, bon, je voulais exposer, comme j'avais les aquarelles, tout ça, des storyboards que j'ai fait pendant 2 ans et demi ici à la télévision.
Finalement, je l'ai exposé. C'est pour ça que mon exposition, bon, ma femme c'est Algérie Beauté Diversité et mon exposition c'est Silence en tourne. Silence en tourne. C'est pour ça que je vous ai dit que je suis un artiste silencieux. Silencieux. Alors, on va voir tout ça en images puisque notre collègue et notre ami Ariles Ould Hamouda s'est déplacé au niveau donc, de la médiathèque Mustapha Kateb et est revenu avec ce reportage. Kamal Bellatarash, architecte décorateur à l'ENTV. Bon, mes études, je les ai fait en URSS, ex-URSS, c'est-à-dire Moscou, dans le domaine artistique, c'est-à-dire spécialité scénographique. Bon, une fois que je suis rentré, bien sûr, c'est-à-dire je suis rentré en Algérie. Bon, je suis un enfant du CAIC. Le CAIC a été dessous, c'est-à-dire je suis rentré à l'UNTV, ils m'ont détaché sur le film de Azdin Mendour, La montagne de Baya. Que je voulais à chaque fois, ce que vous voyez ici, c'est des aquarelles. Des aquarelles, c'est-à-dire c'est un storyboard que j'ai dessiné le film. Parce que comment on fait un film, parce que les gens disent, mais la belge, comment on fait un film? Le film se dessine à partir d'un storyboard. Bien sûr, une fois que tu as le scénario et tout ça, tu dessines le film. Ce que j'ai ramené ici, ce que vous voyez, c'est-à-dire, c'est même pas la moitié de ce que j'ai fait. Parce que le film a été préparé pendant 2 heures et demie. J'ai plus de 250 planches. L'année, j'ai ramené que le quart. Bon, le métier de scénographe, c'est un travail artistique, c'est un artiste peintre, bien sûr, parce qu'il faut maîtriser le dessin. Parce que si tu ne maîtrises pas le dessin, tu ne peux pas faire un storyboard. Bon, bien sûr, tout le monde peut lire un scénario. Il n'y a que l'artiste peintre qui peut le comprendre, parce qu'il faut qu'il dessine, il faut qu'il le voit, il faut qu'il l'imagine. Et dans un storyboard, il n'y a pas que c'est-à-dire les endroits où le personnage, où les lieux et tout ça. Parce que c'est toute une étude. Tu as l'étude du costume, l'étude des lieux, et surtout l'étude des lieux. C'est-à-dire elle se fait avec le directeur photo. Parce qu'il y a des endroits, peut-être peut-être le directeur photo, je ne peux pas tourner. Au concours international qui s'est déroulé en Angleterre, j'ai participé avec ces 3 toits que vous voyez à ma droite, l'Hnaya, et qui représentent un rêve. Et c'est avec ces toits-là que j'ai eu le 2e prix. C'est-à-dire sur 26 ou 23 pays, je ne sais pas. Mais je suis fier d'avoir représenté l'Algérie et la télévision en général. Et voilà, c'était un très beau reportage de Ariles Ould Hamouda, lui qui nous a fait visiter cette exposition qui se tient en ce moment au niveau de la médiathèque Mustapha Kateb. Je reviens à vous, Maria. Donc, شحال عندك وانت في الجزائر؟ Presque 30 ans, je crois. Voilà, Alma, je voulais qu'elle parle, qu'elle dise quelques mots en arabe algérien. Oui, je parle, bien sûr, je comprends algérien, c'est normal. Depuis 30 ans. Oui, exactement. Ouais. Alors, vous êtes un petit peu imprégné aussi de la culture algérienne, algéroise particulièrement. Oui, par les grands-parents de mon mari. Les parents, les grands-parents, alors on habitait ensemble avant, alors voilà, j'ai appris beaucoup de choses, la cuisine algérienne, le parler, beaucoup de trucs, la coutume, la culture. Oui. La cuisine algérienne? Oui, bien sûr. La cuisine algérienne? Oui. Vous cuisinez quoi comme algérienne? Couscous, rishta, tout. Avec saha. Voilà, avec saha, c'est très bien. Voilà, mais sinon, pour revenir un petit peu à cette exposition, donc elle va durer jusqu'à... Jusqu'au 18, Inch'Allah. Jusqu'au 18, ça dépend. 18 novembre, là. C'est-à-dire, bon...
Et bon, parce que bon, au départ, c'est-à-dire on voulait exposer bon, pendant un mois et tout ça, vu que la pandémie, tout ça, c'est-à-dire bon, on ne voulait pas trop élargir l'exposition, je préfère 18 jours. Donc je remercie la Société des Arts et Culture parce que, Alger-Centre, parce que c'est eux qui nous ont facilité la tâche. Hein. Parce que c'est pas facile d'exposer dans des endroits étatiques là. Et je remercie M. Serahim parce qu'il nous a beaucoup aidés. Et on peut dire que là, on est les premiers après 2 ans et demi de ans de fermeture, on a réouvert la salle. Vous avez réouvert la salle, voilà, au grand bonheur des amoureux de l'art et de la peinture. Alors Maria, des projets? Des projets, bien sûr, je veux continuer. Je fais ma peinture. D'abord, j'ai les séries sur Alger, Sahara, une série de Sahara. Vous avez visité le sud, le Sahara? Je veux bien, peut-être voilà, peut-être cette année, je ne sais pas, le grand sud, je veux bien, mais voilà. Donc vous n'avez pas encore visité, mais là... Là, ça fait longtemps, ça fait bon. Non, on est allé une fois, mais c'était les portes du sud, là. D'accord, les portes du sud. Mais là, c'est-à-dire on programme, Inch'Allah, peut-être l'hiver, bon, l'idéal c'est le mois de mars, mois d'avril, parce que pour moi visiter le Grand Sud là. Voilà. Déjà parce que déjà elle peint le Grand Sud, j'aimerais bien qu'elle voit le vrai Sud. Voilà, parce que c'est vrai que les artistes, c'est connu, ils vivent le moment présent. Et en plus on a un très beau pays. J'ai eu la chance de voir tout ça parce qu'en tant qu'étudiant dans le temps, j'ai travaillé en tant que guide accompagnateur. Voilà, ça c'est un beau métier. Quand je fais tout dans le silence. C'est-à-dire on a un pays magnifique. Oui. On a un pays magnifique. Et peut-être parce que même les Algériens commencent à découvrir l'Algérie. Pourquoi? Parce qu'avec cette pandémie-là, avant c'était la Tunisie, le Maroc, l'Europe, tout ça. Maintenant, à la Tunisie, tout est fermé. Les gens, ça dit, même on a eu des visiteurs. J'étais étonné. Pourquoi? Parce que commence à connaître l'Algérie. C'est-à-dire, il y a un retour vers les sources. Et on est toujours impressionné d'ailleurs de voir tout ce que le pays nous offre comme paysage. C'est un pays magique. Écoutez, les jeunes visiteurs, les jeunes femmes et les jeunes garçons qui visitaient ma exposition, ils me demandaient c'est quoi ça, le sud, et tout ça. Ils ne savent pas, ils savent rien. Alors moi, je suis rouge, j'ai expliqué la culture du Touareg. Voilà, parce que ça montre quand même. Vous êtes devenue ambassadrice finalement du tourisme d'Algérie. Algérie, voilà. Voilà. Mais pas. D'accord. Mais par exemple, Alger, j'ai des séries Alger. La Casbah aussi, bien sûr, parce que mon mari, il est enfant de la Casbah. Alors, on a tout le temps, là-bas, on visite la Casbah, les petits ruelles, les petites maisons, les portes magnifiques. Alors, moi, j'ai beaucoup de matériel qui... De toute façon, qui dit Casbah, dit son lumière et tout ça, ombre, lumière. Pourquoi? Parce que la première fois, quand elle est venue, bon, quand je l'ai pris pour visiter la Casbah, elle était bouche bée à Baliché. J'étais encore étudiante, c'était l'été. Et on descendait les escaliers comme ça, en ville normale, Alger, c'est une ville quand même européenne. Voilà. Après, on descendait les escaliers, je me trouvais dans un autre monde. Un autre monde complètement dépaysé. Oui, dans le Moyen-Âge. Les maisons et les gens étaient très généreux. À l'époque, c'était à la fin des années 80. Alors, c'était bien les touristes, je ne sais pas, ils sont marchés dans le tenue algérien, algérois, comme ça, le tenue américain, je ne sais pas, hollandais. C'était une belle époque, oui. Les femmes ont haïk seulement. Voilà. C'est pour ça que j'ai une petite nostalgie. J'ai dessiné les femmes aussi au haïk. À l'image de la grand-mère de mon mari, parce qu'il est né là-bas et tout ça. C'est leur aussi. Effectivement, c'est vraiment l'image que nous gardons de nos grand-mères. Donc, si vous voulez avoir plus ample information par rapport à toutes ces toiles, à tout ce travail, donc l'exposition se tient jusqu'au 18 et c'est au niveau donc de la médiathèque de Mostafa Kateb. Kamal, quelques projets peut-être à l'avenir? Inch'Allah. Parce que silencieux pendant toutes ces années. Et puis, non, j'étais pas silencieux, c'est-à-dire je me connais moi-même, c'est-à-dire je faisais ça c'est juste pour soi-même. Là, parce que nous, on ne savait pas, nous, on est agréablement surpris. C'est une découverte. Vous connaissez le Kamal. Voilà, maintenant, on connaît le visage caché de Kamal. Bien sûr, à Bac, j'ai géré pendant 21 ans, c'est-à-dire je suis un enfant de la télévision et j'adore mon métier, j'adore la télévision. C'est-à-dire la télévision, c'est ma deuxième famille. Je me suis donné pour cette télévision. Ça fait déjà 30 ans que je suis ici. Et là, bon, bien sûr, fin de carrière, parce que c'est pour bientôt 60 ans, Inch'Allah.
j'ai des projets, effectivement. J'ai beaucoup de projets. Inch'Allah, surtout, Inch'Allah. Inch'Allah. Alors, on vous souhaite une très belle continuation. Merci. à vous et à Maria aussi. Merci beaucoup d'avoir été parmi nous ce matin. On rappelle que l'exposition se tient jusqu'au 18 novembre et c'est au niveau de la médiathèque de Mustafa Kateb voilà Mustafa Kateb donc qui se trouve juste au niveau donc de la place Audin et donc on va se retrouver dans un petit moment pour parler de la pluie, pour parler de ce BMS qui a été donc le bulletin météo spécial qui a été lancé par l'Office national de météo et avant cela ça va être une chanson qu'on vous propose, une chanson sous la pluie, Singing in the Rain, et c'est interprété par Jeanne Kelly. On se retrouve juste après. Et toujours sous la pluie, nous allons recevoir notre invitée ce matin. Bonjour à vous, Madame Houria Benrekta. Bonjour à vous. Bonjour. Alors, vous êtes représentante ou vous êtes chargée de communication au niveau des prévisions météo Algérie. Oui, n'est-ce pas? Alors, la pluie, ça va continuer? Oui. Là, on vous a reçu avec une chanson sous la pluie, hein, et après, apparemment, ça va continuer. Inch'Allah. Donc, effectivement, on est sous l'influence d'une succession de perturbations. Donc, je rappelle, on était sous l'influence d'un front froid, donc c'est du froid qui est arrivé. C'était un type de pluie, c'était des orages. Et tout de suite après, depuis le vendredi, tout de même, on est sous l'influence d'une autre perturbation, un autre type de perturbation. C'est ce qu'on appelle en météorologie les perturbations classiques. Donc, c'est une occlusion météorologique, et qui est centrée sur le bassin méditerranéen au large d'Alger. Voilà, donc finalement, c'est une période tout à fait normale que nous sommes en train de vivre en ce moment. Effectivement, donc c'est des types de perturbations qu'on rencontre souvent lorsqu'on est en saison d'automne, donc il ne faut pas oublier, on s'approche de l'hiver, Inch'Allah, petit à petit. Donc c'est de l'air froid qui s'infiltre, donc il pousse les hautes valeurs et la chaleur, et il descend sur nos régions, il descend sur le bassin méditerranéen retrouvant cette humidité assez importante, donc il devient assez actif et il donne ce genre de pluie. Heureusement, ce ne sont pas des pluies à caractère orageux, mais c'est plutôt des pluies continues dans le temps, et assez en quantité aussi. Oui, bien sûr, si c'est continu dans le temps, donc c'est assez soutenu, donc ça dure aussi dans le temps, c'est pour ça que le cumul est assez important. Je peux vous donner un exemple du cumul de précipitations que le réseau de Météo Algérie a enregistré. Donc sur Tness par exemple, on a enregistré quelques 90 mm tout de même, sur Chlef aussi ça a dépassé les 80 mm, sur Mahelma à Alger on a dépassé les 70 mm, donc on y va doucement, Inch'Allah, vers d'autres quantités appréciables de pluviométrie. Alors justement, toujours Madame Houria Benrekta, la Météo Algérie justement a annoncé un BMS dans ce sens, parce que si ça reste quand même en quantité importante de cette manière et on continue, donc on risque encore une fois d'avoir d'autres j'ai envie de dire peut-être des inondations, d'autres catastrophes. Donc là, vraiment, c'est une alerte que vous lancez, un petit peu de vigilance. Exactement, donc l'alerte elle était bien lancée avant l'arrivée du phénomène lui-même, donc c'était une vigilance au niveau 1 jaune, donc disons que les régions du nord, surtout les régions ouest et centre, risquent d'être sous l'influence d'un système pluvieux. Ensuite, lorsqu'on a vraiment vérifié que effectivement le phénomène est prévu à plus de 90%, suite à l'analyse des modèles de prévision numérique du temps, on est passé à une vigilance orange. Qui dit orange, il faut faire très attention. Très attention, donc on s'approche vraiment. Exactement, donc 110 mm à Bouharon actuellement à 6 h du matin, donc notre BMS disait que ça allait dépasser sur quelques régions à 120 mm. Donc il faut faire très attention en ce qui concerne cette pluviométrie. J'ai dit aussi que heureusement le caractère de la pluviométrie n'est pas ce caractère brusque où on enregistre des quantités appréciables en un laps de temps, mais c'est vraiment continu dans le temps, donc ça laisse le temps à l'eau d'écouler et le ruissellement de l'eau peut-être sera meilleur que par rapport à un système orageux. Mais sinon, Madame Benrekta, à quel moment on peut dire que nous sommes dans une zone jaune, dans une zone orange ou dans une zone rouge? Très bien, donc ça c'est des seuils qui ont été déterminés suite à des études climatologiques au niveau de Météo Algérie. Donc c'est des études qui ont été faites pour pouvoir déterminer les critères qui déterminent et les seuils à partir desquels on peut dire que c'est du jaune, de l'orange ou bien c'est du rouge. Donc c'est des critères qui ont été déterminés, c'est la propre cuisine de Météo Algérie suite aux études qu'elle a faites, et c'est aussi, ça dépend du lieu
Ça dépend, c'est-à-dire les régions du sud, on n'a pas les mêmes critères que les régions du haut plateau et ce n'est pas les mêmes critères pour les régions côtières. Donc chaque région, elle a ses propres seuils qui sont déterminés et une fois qu'on arrive au seuil, par exemple, je donne un exemple de 20 mm en 24 heures sur les régions nord, on est obligé de passer au jaune. Et ça dépasse cette quantité en un laps de temps aussi, on passe à l'orange. Cette situation, on était vraiment à la limite du rouge. Donc, à la limite du rouge, le citoyen, lui, comment doit-il se comporter dans ce genre de situation? Très bien. Donc, dans ce genre de situation, le citoyen doit prendre l'information de la source. Parce qu'on a remarqué qu'effectivement, il y a les réseaux sociaux, on ne les empêche pas de donner des informations, mais il faut puiser de la source. Il faut aller vraiment vers la source pour ne pas affoler les citoyens, leur dire qu'il va y avoir une tempête, etc. Donc c'est une cyclogénèse du bassin méditerranéen assez connue sur le bassin méditerranéen. On est habitué, tout à fait normal. Tout à fait normal, on est habitué à ce genre de situation, à ce genre de situation météorologique. Donc je dis qu'il ne faut pas affoler les gens, il faut que le citoyen sache d'où il ramène son information, donc ce qui est source vraiment réelle, donc Météo Algérie, Canal Algérie, ENTV et les autres chaînes privées qui sont conventionnées avec Météo Algérie. Parce qu'on est en train de parler de 300 à 400 mm, donc on avance des informations qui ne sont vraiment pas réelles. Il faut savoir vertigineuse, hein, oui, vraiment. C'est vrai que lorsqu'on voit ce genre on est confronté à ce genre d'informations, effectivement, le citoyen s'affole. Exactement. On aurait aimé que ces réseaux sociaux soient des intermédiaires pour faire connaître l'information, pour donner cette information réelle, donc prendre la source de Météo Algérie et diffuser comme ils veulent, prendre aussi l'information de la vigilance, du BMS et diffuser, mais non pas donner des informations qui sont ramenées par des sources d'internet qui est gratuit, et tout ce qui est gratuit, il faut faire attention. Voilà, effectivement. Et donc on rappelle, vigilance, encore une fois, vigilance. Merci beaucoup d'avoir été parmi nous ce matin, nous avoir mieux éclairci donc tout ce qui concerne un petit peu la situation climatologique en ce moment. Donc le BMS, c'est jusqu'à quel jour? Le BMS, il reste en vigueur jusqu'à cette matinée, donc jusqu'à 12 heures. Mais ça ne veut pas dire que les pluies vont cesser, ça veut dire que l'intensité va diminuer. Donc il faut même après rester vraiment vigilant. Ça, c'est pour les régions du centre. J'insiste pour les régions de l'Est, le système va ensuite se déplacer progressivement vers les régions de l'Est. Donc il faut de la vigilance encore pour tous les citoyens. Et surtout, comme vous l'avez si bien dit, revenir à la source à chaque fois pour avoir les bonnes informations. Merci beaucoup à vous, Madame Houria Benrekta, Madame Houria, Benrekta, d'avoir été parmi nous ce matin. Je rappelle, vous êtes la chargée de communication au niveau des prévisions à la météo d'Alger. Merci beaucoup. Merci à vous. Encore une fois d'avoir été parmi nous ce matin. Et on continue avec la même chanson. Retour plateau tout en rigolant parce que tout simplement, Mariam, bonjour, c'était... Bonjour. C'était mon film préféré quand j'étais enfant. En plus, je faisais ça. Je m'entendais pas du tout. J'adorais ce film et j'essayais de suivre les pas de danse quand il pleuvait. Tu réussissais? Un petit peu. Je rentrais mouillée, trempée à la maison, mais je le faisais. Tu sais, tu peux toujours le faire. Hein. Ouais. Là, on peut le faire ensemble d'ailleurs. Exactement. Hein. Nous qui manquons un petit peu d'exercice physique, d'autant plus qu'il pleut là. Il pleut. Donc on a toutes les conditions. Il pleut. Alors, Madame Benrekta est passée juste avant toi, donc la chargée de communication au niveau de la météo. Elle nous a même annoncé plus de 110 mm. Hein. Donc vraiment, on est gâtés par la pluie. Donc on peut aller danser sous la pluie. Why not? Why not? D'autant plus que la pluie lave les esprits, Mariam. C'est vrai, voilà. Effectivement. Alors aujourd'hui, on t'accompagne. On ne va pas parler de pluie, non, mais on va parler de quelque chose qui est très, très, très précieux, aussi précieux que la pluie d'ailleurs. Oui, exactement. Le pétrole orange? Oui. Ah ouais, comme ça qu'on l'appelle. Non, rouge, pétrole orange. Hein? Orange, rouge? Oui, ouais. Le safran. Le safran, tout simplement. Le safran en compagnie de Monsieur Mehdi Belfodé. Bonjour, bienvenue à vous. Bonjour, merci pour l'invitation. On est plein d'entrain. Je ne sais pas si vous avez vu, ça pétille un petit peu sur le plateau et c'est un peu grâce à vous parce que déjà, juste les effluves du safran, en fait, là où il passe, il y a une odeur de safran comme ça qui bousille. Oui, le safran de l'année dernière, parce qu'il a une très bonne odeur, parce que celui de cette année n'a pas encore d'odeur. Ah bah, il lui faut du temps, il faut 3 mois minimum pour qu'il commence donc à donner cette bonne odeur. C'est quand même une épice qui est très peu connue chez nous. On va dire que ces dernières années, il y a un intéressement de la part des consommateurs, mais on ne connaît pas très très bien, on ne sait pas exactement comment elle pousse, les conditions qu'il lui faut et surtout les vertus. C'est vrai qu'on sait que c'est l'épice la plus chère au monde, ça on le sait, mais sans réellement savoir pourquoi est-ce qu'elle est aussi chère. Donc vous avez fait l'expérience, Monsieur Mehdi Belfodé, donc vous êtes agriculteur, mais on va dire pas depuis très longtemps, puisque auparavant vous aviez une autre vie.
Tout à fait. Là, donc, la conversion, c'était c'était à partir de 2018 exactement. Donc, voilà. Et puis, je pense que j'ai bien choisi le moment. Hein. Depuis 2018, nous connaissons quand même une baisse dans pratiquement toutes les activités. Et puis, avec la Covid-19 et tout ça, donc il y a une réelle baisse d'activité. Là, dans l'agriculture, il n'y a pas de baisse finalement. On rencontre certainement des problèmes d'eau, mais comme je viens de l'entendre, 110 mm, ces jours-ci, c'est vraiment un grand plaisir. Hein. Tous les agriculteurs, certainement, ils sont tous contents. Donc voilà, j'ai commencé donc en 2018 la culture du safran. Et puis j'ai fait un essai d'abord en 2017. J'ai vu qu'elle était vraiment satisfaisante. Le résultat, il était satisfaisant. Je me suis dit pourquoi ne pas l'essayer. Et puis j'ai reçu quelques conseils de la part d'un monsieur qui le cultive à Khanchla. C'est le premier, je pense, qu'il a cultivé en Algérie. C'est monsieur Rubi Abdallah. C'est le président de l'association d'ailleurs, la promotion du safran. J'ai acheté donc juste l'année d'après quelques bulbes. Je les ai cultivés et puis je vois les résultats sont satisfaisants. Pourquoi ne pas donc le cultiver? Et puis moi je raisonne, moi j'aime produire. J'aime pas uniquement consommer, j'aime produire. Je l'ai testé chez moi, ça marche très bien. Voilà. Super. Alors ce qu'on va faire, on va d'abord voir le reportage. Donc on va aller à Jendel. Dans votre exploitation. On va voir uniquement aujourd'hui, on va se concentrer sur le safran, mais après on parlera d'autres choses, puisque quand même vous avez une ferme où vous produisez beaucoup d'autres choses. Mais aujourd'hui, on regarde le safran en images et on revient après. Ok. Depuis quelques années, la région de Ain Defla, et plus précisément Jendel, voit sur ses terres pousser une fleur d'une très grande valeur, le Crocus sativus, ou plus communément appelé le safran. Cette épice a été plantée par Mehdi Boulfodil qui a tenté l'expérience sur ses terres. Cette jolie fleur si précieuse qui s'appelle donc la fleur du safran. Donc les bulbes du safran, c'est du Crocus sativus là, c'est du safran, voilà. J'ai fait un essai. On m'a ramené en fait quelques bulbes en 2017, 4 bulbes. Mais je me suis dit pourquoi ne pas faire un essai. J'ai fait un essai, j'ai vu donc le résultat, il était vraiment satisfaisant. En 2018, d'être une petite parcelle de 20 mètres carrés. Ça a marché aussi. Et bien en 2019, j'ai commencé donc la culture du safran. Pas en grande quantité parce que la bulbe coûte cher. J'ai acheté donc cette bulbe-là en Algérie. Et puis voilà, maintenant je suis en train de la cultiver. C'est passionnant. C'est vraiment passionnant de cultiver donc le safran. Tout est fait à la main. Vraiment, tout est fait à la main, de la plantation jusqu'à la cueillette des fleurs. La cueillette des fleurs du safran, il faut vraiment se lever tôt. Le fellah se lève tôt tous les jours, mais là, spécialement pour la cueillette du safran, il faut être donc dans la safranière tôt le matin, à l'aube, exactement. Parce que si on laisse donc jusqu'au lever du soleil et tout ça, on sera donc dérangé par les insectes et beaucoup plus les abeilles qui adorent. Les abeilles n'ont pas où bétonner cette période-là, donc elles aillent donc chez le safran. La cueillette terminée vient ensuite l'étape de l'émandage, c'est-à-dire prélever les pestils du cœur des fleurs, une opération qui se fait manuellement. Voilà, donc on a terminé l'opération de la cueillette. Bon, disons la première partie, parce qu'il y a encore des éléments qui sont en train donc, de le faire. Et là, c'est la deuxième opération qui est l'émandage. L'émandage, c'est quoi? C'est une opération qui consiste à enlever, en quelque sorte, donc c'est enlever le safran de la fleur du safran. Donc, on a dit le safran, la fleur, elle contient donc 3 éléments, si vous voulez. Il y a les pétales, il y a les stigmates jaunes, il y a les pestils rouges. Les pestils rouges, c'est le safran. Donc, on les enlève de la fleur, comme ça, donc on les met donc à côté, et la fleur de l'autre côté. Voilà, c'est l'opération, c'est la deuxième opération, avant d'entamer une troisième. C'est une opération qui est exclusivement manuelle. C'est manuel, c'est à 100% manuel. Donc le safran, nous on le fait manuellement du début,
de la semence, parce que c'est des bulbes, jusqu'à la cueillette et puis l'émondage. Très bien. Donc ça, c'est la cueillette du jour. Elle doit impérativement être émondée le jour même? Impérativement le jour même. On doit faire la cueillette tôt le matin et tout de suite après, on doit faire donc cette opération d'émondage. Sinon, on va le perdre. Voilà la toute dernière étape, avant bien sûr de mettre le safran dans l'emballage adéquat, c'est l'opération de séchage. Donc, vous le faites naturellement? Là, on le fait naturellement, oui, effectivement. Donc, on n'utilise pas donc, des chauffages. Chacun comment il le sèche. Nous, on le fait naturellement. Et vers la fin, il y a toujours des petits secrets là dans le séchage et certains ne le disent pas. Bon, peut-être moi aussi. Donc, l'essentiel là, on le fait naturellement. D'accord? Et beaucoup plus à l'abri du soleil. Mais il faut qu'il soit vraiment sec. Il faut qu'il perde 80% de son humidité. Cultivé depuis plus de 3500 ans, le safran est l'épice la plus chère au monde. Son goût unique et ses nombreuses propriétés nutritionnelles et médicinales ont fait sa renommée. Et effectivement, on comprend mieux, Mariam, la cherté finalement de cette épice. Hein. Oui, donc M. Mahdi nous expliquait à l'instant qu'il faut combien de fleurs pour avoir 1 gramme? Pour avoir 1 gramme, il faut donc cueillir entre 150 et 180 fleurs. Là, juste pour avoir 1 gramme. Pourquoi? Voilà, donc là, finalement, parce que nous avons une fleur ici. Et les 3 petits pistils, c'est ça? C'est les pistils rouges là, qui bousculent le ça. safran. Tout à fait, tout à fait. Donc, parce que là, le pois, maintenant là, il est humide. Oui. On doit, avec l'opération de séchage, il perd 80% de son poids. C'est énorme. Exactement. C'est énorme. Donc, si on a 100 grammes de safran au séchage, on se retrouvera avec 10 grammes. Voilà. À 100, donc c'est 20, hein, c'est 80%. Voilà, 80%. D'accord. Ouais. Si on a 1 kg de safran, 1 kg humide, vers la fin, nous aurons uniquement 200 grammes. Voilà, oui, effectivement. Voilà. C'est plutôt ça. Le calcul n'était pas bon, mais on y est. Donc, c'est pour ça d'abord qu'il est cher. Mais pas que, en fait, c'est aussi des vertus qu'il contient. Il est cher aussi parce que même quand on le travaille, il n'est pas avec le machinisme agricole. Nous, on le fait à la main de début jusqu'à la fin. Ah, c'est ce qu'on a Donc de la plantation, tout à fait, de la semence, si vous voulez, jusqu'à la cueillette et jusqu'au séchage aussi. Donc ça demande beaucoup de main-d'œuvre. Beaucoup de main-d'œuvre, effectivement. Déjà pour récolter, la dernière fois, nous étions ensemble, nous avons récolté à peu près 7000 fleurs. 7000 fleurs, effectivement. Et 7000 fleurs, il a fallu 6 éléments, et vous nous avez bien aidés sur place. Oui, je me suis mis à la tâche. Il faut dire que Mariam est très manuelle aussi. Tout à fait, elle a travaillé avec nous. Et puis, ils sont restés là-bas, nous, on est partis, hein, juste après, on est partis, ils sont restés jusqu'à 18h. Et nous étions obligés de donner aux femmes aussi, donc, de nous faire le travail donc, à la maison. Pour avancer un peu. Pour avancer, parce que 7000 fleurs, c'est beaucoup. Alors, celui qui a 70 000 fleurs, donc il faut beaucoup de main-d'œuvre. Une industrie, carrément, finalement. C'est une industrie, exactement. Celui qui a 1 hectare, vraiment, il lui faut 50, 60, 100 personnes là, pour vraiment faire la cueillette. Alors, excuse-moi, Mariam, mais là, je suis en train de voir les bouteilles depuis tout à l'heure. Ce qui est sûr, c'est que ce n'est pas de l'huile d'olive. Ce qui est sûr. Oui. Parce que en fait, je ne vois pas de rapport entre l'huile d'olive et le safran. Tout à fait. Alors c'est finalement... Ça ressemble à l'huile d'olive, de loin comme ça, mais c'est de l'eau safranée. On voit que c'est léger. Donc c'est de l'eau safranée. Voilà, c'est ça. Donc il y a beaucoup de vertus. De l'eau safranée, c'est-à-dire comment on peut avoir cette eau? C'est de l'eau, de préférence, c'est bien d'avoir de l'eau de source. Et puis donc en infusion, on peut chauffer donc l'eau et puis mettre quelques pistils. Donc dans une bouteille d'eau, dans 1 litre comme ça, et puis avoir donc ce jus, si vous voulez. Il est préférable de boire un jus safrané que de boire autre chose, des boissons qui font mal. Voilà. Donc il a des vertus médicinales? Oui, bien sûr. Bon, je ne suis pas docteur, mais quand même, les professionnels, les docteurs en alimentation beaucoup plus, donc ils en parlent beaucoup. Et puis, juste pour citer, là, parce que je n'aime pas parler de ces vertus, c'est les professionnels qui doivent en aborder, mais juste là, le soir, c'est bien de le boire quand on est fatigué, et contre l'anxiété, la fatigue, le surmenage, c'est très très bon, on le boit, on dort bien, on récupère bien. Voilà, sans compter toutes ces autres propriétés, en fait, il a énormément de propriétés. Il agit sur
le truc digestif, là, ça nous aide donc à bien digérer. L'anxiété aussi, beaucoup aussi sur l'anxiété. Donc, Tout à fait, tout à fait. Même le foie, il agit aussi sur le foie. Exactement. Donc franchement, c'est une épice qui va agir sur tout notre corps, que ce soit, que ce soit les organes ou même aussi sur le psychique, puisque il apaise, puisqu'il aide aussi à dormir. Donc en parlant du safran, Monsieur Mehdi Belfodil, on va un petit peu parler d'abord de votre ferme. Je sais que vous avez une ferme où vous faites que... Il a une particularité, votre safran. C'est vrai que c'est du safran, oui, mais c'est du safran naturel. Vous essayez de ne mettre aucun intrant. Tout à fait, tout à fait. Le safran, on l'a cultivé du début jusqu'à la fin, donc naturellement. Il y a certains qui disent bio, moi je dis naturellement. Oui, oui. Donc quand j'ai acheté d'ailleurs les bulbes, j'ai demandé à ce que les bulbes soient vraiment naturels. Très bien. Et c'est ce qu'on m'a ramené, je pense. Et puis on les a cultivés sans pesticides, sans herbicides et sans engrais chimiques. Voilà, c'est ce qui fait finalement toute la particularité de votre safran. Voilà, de ce safran. Merci beaucoup d'avoir été parmi nous ce matin. Merci de nous avoir déjà éclairé encore plus sur le safran. Donc il reste quand même une épice très prisée dans la cuisine algérienne, il faut le dire, dans la cuisine maghrébine d'une manière générale, algérienne particulièrement. Myriam, merci beaucoup. Merci. On se retrouve la semaine prochaine, Inch'Allah, pour une autre thématique. Voilà, nous arrivons à la fin de notre émission. Merci beaucoup de nous avoir suivis. C'est avec un grand plaisir que je vous retrouverai demain à partir de 8h. D'ici là, prenez soin de vous et surtout vigilance avec le taux de pluie que nous allons avoir donc ces jours-ci. Au revoir.